Bonjour à tous. Cette histoire est le préquel de Candice, que vous avez déjà pu voir, je l'espère, si vous avez suivi la série, dans Papercut et Candice. On y apprendra comment Candice est devenue Candice, justement. Bonne vidéo. Bonjour, moi c'est Candice, j'ai 10 ans. Je vais essayer de raconter mon histoire. Je me souviens, je devais avoir 7 ans. Mon papa était très méchant, et ma maman aussi. Et ma tata et ma sœur, et mon frère aussi. Ils étaient très méchants. La seule personne de gentille, c'était Papercut. Je l'ai rencontré quand les messieurs de la police m'ont poursuivi. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, j'ai rien fait de mal. Ils croient que tout est de ma faute, mais je n'ai rien fait. Je me suis juste défendu de mon méchant papa qui voulait me faire des trucs bizarres. Mais je m'éloigne. Voilà mon histoire. C'était en septembre. Je rentrais chez moi après avoir passé la journée dans ma nouvelle école. Les élèves sont tous un peu bizarres là-bas. Ils disent que c'est moi qui suis bizarre. Juste parce que je dessine sur mon cahier. Eux aussi ils dessinent sur leur cahier. Alors pourquoi c'est moi qui suis bizarre? Et ils disent que ce que je dessine c'est bizarre. Que je suis bizarre. Que ma famille est bizarre. J'aime pas ce mot, bizarre. Il fait peur. Eux ils dessinent des ballons, moi je dessine des gens morts. Et alors? C'est mon cahier. Je fais ce que je veux d'abord. Bref, je rentrais chez moi, je posais mon sac dans l'entrée sous le porte-manteau et j'enlevais mes chaussures. Ma maman vient me voir et me donne une claque. Je pleure. Pourquoi elle me frappe? J'ai rien fait. Elle dit que c'est moi qui ai cassé son miroir ce matin. Mais ce n'est pas ma faute. Il y avait une vilaine bête dessus. J'ai voulu la tuer en lui donnant un coup avec un des bâtons qui dépassait du club de golf de papa. Papa est arrivé juste après et m'a frappé avec la batte de golf qu'il avait dans les mains. Ensuite, Baptiste et Anaïs, mon frère et ma sœur, sont arrivés et se sont moqués de moi. Eux aussi, ils disent que je suis bizarre. Parce que dès que je vois un insecte ou un animal, j'ai envie de le tuer. J'aime bien tuer des animaux. Mais les humains, c'est des animaux? Ça doit être chouette d'en tuer un. J'aimerais bien essayer juste une fois pour voir quelle sensation ça donne. J'aimerais bien en attraper un et le torturer comme je le fais avec les mouches et les fourmis. Ma maman m'a redonné une claque, m'a envoyé dans ma chambre et m'a privé de dîner. C'est pas grave, j'ai pas faim. Et comme ça je pourrais dessiner tranquillement. Elle m'a aussi dit que si je sortais de ma chambre, ça sera la fessée. C'est peut-être pour ça que Baptiste et Anaïs n'arrêtent pas de me demander de venir jouer avec eux dans leur chambre. Ils sont méchants. Ils aiment que je me fasse frapper. Ça les amuse. Un jour, ça sera moi qui les frapperai. Et là, ils auront très mal. Je les tuerai, comme des fourmis. De toute façon, ils ne valent pas mieux. Je pris un cahier et commençai à dessiner ma famille morte, avec moi au milieu et leur sang plein sur mes mains. J'aimerais tant les tuer. Mais pour ça, il me fallait un plan. Un plan bien sadique, parce qu'ils méritent de souffrir. Pendant tout ce temps, c'est moi qui avais mal. Maintenant, ce seront eux qui me supplieront d'arrêter. Je commençais à écrire mon plan. D'abord, aller chercher le couteau à viande qui est dans la cuisine. Ensuite, tuer mon frère, parce qu'il est faible. Puis ma tante, ma mère, mon père, et pour finir, ma sœur. J'avais envie qu'elle assiste à la scène. J'avais envie qu'elle me voie tuer tous ceux qu'elle aime. Je collai mon oreille à la porte pour voir si quelqu'un était dans le couloir. Comme je n'entendis personne, j'entrouvris la porte et m'engageai dans le couloir sur la pointe des pieds. Je crus entendre quelqu'un monter les escaliers. Je me cachai sous la table et attendis. Mon frère arrivait. J'allais enfin pouvoir mettre mon plan en exécution. Mais je n'ai pas de couteau. Comment devais-je faire? Je sais. Je vais l'étrangler avec le cordon de mon jogging. J'enlevai le lien et me glissa derrière lui. Il se dirigeait vers ma chambre et y rentra. Je le suivis à l'intérieur. Il m'appelait. C'est à ce moment-là que je décidai de passer à l'acte. Je verrouilla la porte à clé. Il se retourna à cause du bruit, mais c'était trop tard. Je lui sauta dessus et le fis tomber par terre. Je l'immobilisa et lui enroula le lien autour de son cou et tira de toutes mes forces. Il criait et se débattait en vain. Ses forces l'abandonnèrent progressivement, et il ne devint rapidement plus qu'un corps inerte, jonchant le sol de ma chambre, comme un jouet cassé.
La sensation que sa mort m'avait procurée était inoubliable. C'était comme si on m'avait mélangé toutes mes émotions d'un seul coup. Mais la seule qui restait après fut une joie. Une joie immense. Je savais maintenant de quoi j'étais capable. J'étais capable de tuer. Juste pour le plaisir de voir l'autre souffrir. J'avançai vers l'escalier et tendis l'oreille. J'entendais les adultes sur la terrasse. Dehors. Parfait. J'allais pouvoir aller chercher mon couteau. Je descendis les escaliers tranquillement et alla vers la cuisine. Je poussai la porte et tomba nez à nez avec ma mère, qui était en train de faire du caramel. Elle me vit et me criait dessus tellement fort que les autres grands n'avaient pas tardé à arriver. Quelle ordure, elle va tout faire rater. Je donnai un coup de boule dans le ventre pour lui couper son souffle et la faire taire. Elle tomba par terre sonnée. Je fonça vers le tiroir où se trouvait le précieux couteau à viande. Je l'ouvris et fouilla dedans pour trouver ce qui fera ma liberté. Lorsque deux mains attrapèrent par les épaules et me tirèrent en arrière. C'était ma tante. Elle aussi, elle va tout faire rater. Il faut la tuer. Je me releva et la regarda. Elle me faisait peine à voir. Je devais l'achever pour abréger son existence déjà trop longue à mon goût. Je retourna vers le tiroir et saisis le couteau. Je fonça vers elle et lui planta mon couteau dans le cœur. Encore faut-il qu'il en ait un, cette vieille peau. Je sortis le couteau de sa poitrine et regarda ma mère, avec un regard triomphant. C'était très drôle, la lueur apeurée qu'elle avait dans ses yeux. On aurait dit Bambi face au chasseur. J'étais le chasseur désormais. Et je lui trancha la gorge sans remords. En entendant mon père arriver, je fila sous la table. La nappe l'empêcherait de me voir. J'admirais la scène. Il entra dans la cuisine et vit les corinaires de ma mère et de ma tante. Ce qu'il fit me laissa sans voix et me choqua. Je pensais qu'il allait pleurer, mais pas du tout. Il baissa son pantalon et commença à... Je n'ai pas regardé après. C'était horrible. Je fermais les yeux et me bouchais les oreilles. Mais même avec les mains sur les oreilles, j'entendais ces grognements de bêtes. C'était dégueulasse. Plusieurs minutes s'écoulèrent sans que je puisse les compter. Je n'entendis plus rien pendant quelques secondes. J'enlevai mes mains de mes oreilles, mais garda mes yeux fermés. Jusqu'à ce qu'une main m'attrape le bras et me tira en arrière. C'était mon père. Il me souleva de ses mains puissantes et s'assit sur une chaise, et moi sur ses genoux. Il me murmura une phrase à l'oreille tout en glissant sa main dans mon pantalon. « Tu es la prochaine, mon petit sucre. » Cette phrase se grava dans mon cerveau. Je n'arrivais même pas à crier. J'étais pétrifié, parce qu'il était en train de me faire. Tout ce que je pouvais faire, c'était pleurer en silence. Je n'opposais pas de résistance, je n'en avais pas la force. J'avais très mal. Il me faisait très mal. Et ça lui plaisait. Il était content de me voir pleurer, me voir souffrir par sa faute. C'est ça que ressentent les victimes d'un tueur? Non, c'est forcément différent. Les tueurs ne font pas ça. Il poussait un cri de bête comme tout à l'heure, avant de me jeter sur le sol avec un sourire satisfait. Je fonça sous la table pour récupérer mon couteau que j'avais abandonné, et lui sauta dessus. Il me repoussa si fort qu'il faillit perdre l'équilibre en glissant sur le sang qui était dans le sol de la cuisine. Je profita de cette faille pour planter mon couteau entre ses jambes, et lui ôter le moyen de recommencer ce qu'il a osé faire. Il tomba au sol et se releva pour me frapper, mais j'étais plus rapide que lui. J'attrapai la casserole de caramel et versai le liquide brûlant sur ses yeux. Il hurla de douleur et ne vit plus rien. J'en profita pour lui planter mon couteau dans son cou, brisant ainsi sa colonne vertébrale. Il tomba au sol. Et moi, je regardais le caramel faisant dégonfler ses yeux comme s'il fondait. J'étais fasciné par ce spectacle. Je ne savais pas que les bonbons pouvaient tuer. Je mis des sucettes et des bonbons gélifiés dans ma poche, et pris la casserole de caramel avec moi. Je montai les escaliers et me dirigea vers la chambre d'Anaïs. Elle n'avait sûrement rien entendu, vu à quel volume elle met sa musique pourrie. Je toque à la porte. Elle baisse le son. Je retoque. Elle se lève et va m'ouvrir. La porte s'ouvre avec un grincement. Elle me voit avec mes habits tachés de sang, mon couteau dans une main et la casserole dans l'autre. Je la dévisage avec un regard vide de toute émotion. Elle commence à paniquer. J'entre dans sa chambre et lui plante le couteau dans les flancs pour limiter ses mouvements. Elle tombe à genoux sur le sol en me regardant d'un air étonné. C'est alors que je me posais une question. Est-ce que je la laisse en vie? Ce n'est pas drôle si tout le monde meurt.
Je lui versa tout de même du caramel brûlant sur son visage, avant de partir en lui lançant la seule phrase que je pouvais désormais dire. « Tu es la prochaine, mon petit sucre. » J'étais fatigué, j'allais me coucher. Quelques minutes plus tard, je me réveillais dans mon lit. Qu'est-ce qui m'a réveillé? Des lumières rouges et bleues venant de la fenêtre qui éclairait ma chambre. Les policiers? Ma sœur a dû les appeler. Et maintenant ils sont là. Mais ils ne mourront jamais. Jamais. Je vais continuer à tuer. Je regarda par la fenêtre. Une ambulance transporte ma sœur vers l'hôpital. Et des policiers cognent à ma porte. J'enlève mes habits tachés de sang et mets une robe pour qu'ils ne soupçonnent pas. Je descendis au rez-de-chaussée pour prendre mon couteau et tenter de m'enfuir vers la porte de la terrasse. Mais trop tard. Ils sont là. Ils me voient et courent vers moi. Non, ils ne mourront jamais. J'attrape mon couteau, tranche la gorge d'un des policiers, ce qui éclabousse ma robe de sang, et sors dehors. Je saute par-dessus le mur et je m'enfuis dans la rue. Je cours aussi vite que mes jambes le permettent. Je ferme les yeux pour ne pas voir où je vais quand je percute quelqu'un. Je tombe par terre et regarde la personne que j'ai bousculée. Je m'excuse d'un regard. Je n'arrive plus à parler. Elle se baisse vers moi et m'aide à me relever. « Comment t'appelles-tu, petite ?» Je ne dis rien, je n'arrive pas à parler. Alors je garde la bouche ouverte comme un poisson rouge. Moi, c'est Papercut. Je serai ta nouvelle famille. Désormais, tu t'appelleras Candice. Voilà, Papercut, c'est terminé. Et toute l'histoire autour de Papercut, donc l'histoire de Candice et l'histoire entière de Papercut sont juste terminées. Toutes ces histoires ont été trouvées sur un site qui s'appelle creepypastawebnote.fr. Le lien sera comme d'habitude dans la description. Et j'ai été très heureux de vous raconter ces histoires que je trouve vraiment très bien écrites. Et je remercie l'auteur vraiment de les avoir écrites. A plus tard. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à cliquer sur s'abonner. C'est peut-être pas grand chose, mais ça me fera énormément plaisir et ça me motivera à continuer. Et si tu veux voir plus de creepypasta, il y en aura une nouvelle par semaine, tous les mercredis à 17 h.